interdit, c'est parce qu'on croit en une certaine valeur qui est d'abord d'ordre moral. La justification de l'interdiction de la corruption des pots de vin, c'est vrai que ça pose le mécanisme de marché, etc. Mais il y a des valeurs morales. Lorsqu'on me dit il faut employer les gens, même si la personne est handicapée, c'est moral. Lorsque je n'ai pas le droit d'être raciste ou bien je n'ai pas le droit de faire une discrimination basée sur le genre, c'est aussi des valeurs morales qui découlent de la Déclaration des droits de l'homme, des conventions internationales, etc. Donc on est un petit peu dans un ordre moral, et c'est pour ça qu'on est dans une logique de volontariat. On n'est pas dans quelque chose qui est imposé. D'accord ? Lorsque je suis raciste, lorsque je dis j'agresse quelqu'un par rapport à sa couleur, je suis passible des tribunaux. Mais si dans mon entreprise, en France on le fait maintenant, si au niveau de l'entreprise, la discrimination sur la base de la race, mais au niveau de mon entreprise, personne ne vient contrôler quel est le pourcentage de population noire que j'emploie par rapport à la blanche ou à la jaune ou à la rouge ou à la violette. D'accord ? Donc, la pérennité de l'État. Tout à l'heure, professeur Ayal a dit quelque chose d'extrêmement inquiétant, ou bien qui fait un petit peu peur, c'est que il ne faut pas, si nous continuons, l'économie peut s'écrouler. Le pays peut s'écrouler, et ce n'est pas un cri d'alarme gratuit, c'est l'avis d'un expert. Si nous continuons, parce que finalement, moins 0,8%, c'est pas grave. Moins 1%, c'est pas grave. Moins 2%, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que la machine tourne. Mais si jamais la machine économique s'arrête, c'est là la catastrophe. Là, il n'y a plus d'instrument de mesure. Ça ne veut plus rien dire. Si c'est l'anarchie, si c'est les conflits inter-partis, etc., ça c'est la grande catastrophe. Donc nous devons veiller à la pérennité de l'État, au développement économique et social, et en particulier la paix sociale, la cohésion sociale, la solidarité. Nous devons être solidaires les uns des autres, et l'altruisme, c'est-à-dire ne pas penser qu'à soi. Je dois penser à mon voisin, aux jeunes, à celui qui appartient à la même région que moi. Donc, toutes ces valeurs-là sont de nature à impulser une dynamique qui n'est pas celle d'un gouvernement, qui n'est pas celle des institutions publiques classiques, qui mettent des mécanismes neutres et qui mettent des institutions... vous voulez investir, allez voir l'API, vous prenez les imprimés, faites votre étude de faisabilité, de rentabilité, etc. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus humain. On est dans quelque chose qui lie l'homme à l'homme, à son homologue. Quels sont les partenaires impliqués? Les entreprises et les organisations, les représentants des diplômés en chômage, les représentants des travailleurs, les représentants des patrons. Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est de concevoir des chartes de partenariat. On est dans le volontariat. Pour définir la nature et l'ampleur des engagements réciproques. Moi, organisation syndicale, Sila Habib dit, moi, dans la région de Gasseline et de Sidi Bouzid, je peux mettre tel moyen. On va définir qu'est-ce qu'on entend par moyen. Ce n'est pas nécessairement de l'argent sonnant et trébuchant. Ça peut être autre chose. On fait des chartes sur des projets donnés. Et je vais donner là quelques pistes au niveau des chartes. Je prends l'emploi des jeunes. Quel est le problème des jeunes qui vont sur le marché de l'emploi? On leur dit, vous n'êtes pas opérationnel. Vous avez fréquenté, vous avez usé vos pantalons sur les bancs de l'université, c'est très bien, mais vous n'avez aucune expérience pratique. Il n'est pas opérationnel. Alors, est-ce que, aujourd'hui, les entreprises
peuvent contribuer à rendre un tant soit peu les jeunes diplômés plus opérationnels. Est-ce qu'on peut leur donner 1% ou 2% ou 10% de chance de plus de trouver un emploi? Alors le constat, c'est que les jeunes diplômés n'ont pas d'expérience professionnelle. Bien. Proposition, c'est d'ouvrir les entreprises aux jeunes diplômés pour effectuer des stages pratiques d'initiation à la vie professionnelle. Quand je dis initiation à la vie professionnelle, ce n'est pas dans le cadre de CVP, pas du tout, mais c'est dans le fait de s'initier véritablement à la vie professionnelle. Qu'est-ce qui est demandé là à certaines entreprises qui le veulent bien? C'est d'ouvrir leurs portes pour accueillir davantage de personnes qui viendraient en stage chez eux. D'accord? Alors, précaution, prévoir dans la charte le pourcentage du temps entièrement consacré à l'apprentissage. C'est-à-dire que si je veux mettre un stagiaire dans une entreprise qui a bien voulu l'accepter, ce n'est pas pour qu'il serve de main-d'œuvre bon marché ou de main-d'œuvre gratuite. Donc là, il faudrait qu'on définisse, même dans la charte, il faut qu'on aille jusqu'à ce détail-là, c'est de dire qu'il va faire du 3/4% d'apprentissage, donc il va faire le tour des services, il va faire un stage dans telle direction, dans tel service, dans telle sous-direction, et voilà à la fin ce qu'il doit pouvoir obtenir comme bagage, obtenir comme nouvelle formation, qualification. Alors, ça c'est un premier volet. Deuxième volet, encadrer la formalisation de nouveaux projets. La clé de réussite pour la relance économique, pour le développement et pour la croissance, c'est les entreprises. Vous créez des entreprises, vous créez des emplois. Le problème, c'est que nous avons des jeunes qui ont un potentiel, qui ont des idées qui sont encore à l'état brut. Mais ils sont incapables de leur donner une forme, j'utilise le terme bancable, ça veut dire finançable, ça veut dire justifié auprès du système économique et financier. Alors, de nombreux jeunes ont des idées de projets bruts et qui demandent à être affinés. Donc, la responsabilité sociale de l'entreprise, la responsabilité sociale des organisations ou sociétale des organisations, c'est de les aider à affiner ces idées de projet. Alors, les jeunes, toujours dans le constat, ne savent pas comment transformer l'idée de projet en projet bancable. C'est une étape extrêmement importante. Les gens peuvent avoir des idées intéressantes, mais ils sont incapables, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la capacité de franchir le pas. Ils ne savent pas faire une étude de faisabilité. J'ai une idée, est-ce que cette idée et est-ce que le projet que moi que j'aspire à mettre en œuvre, est-ce qu'il est faisable ou pas? Je ne sais pas faire une étude de rentabilité. Et troisième chose, je n'ai pas les moyens matériels pour y parvenir. Je peux savoir comment on fait une étude de faisabilité, une étude de rentabilité, mais je n'ai pas les moyens, au niveau des photocopies, au niveau des mails, au niveau du fax, au niveau de tout ce qui est bureautique, de connectique, etc. Je n'ai pas ces moyens-là. Je ne connais pas bien la réglementation, donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'être encadré. Je dois être encadré. Et on est toujours dans une logique qui est externe, qui est indépendante des organismes classiques nationaux ou gouvernementaux, ou appelez-le comme vous voulez, d'encadrement et d'assistance. L'API fait du bon ou du mauvais travail, mais elle fait du travail quand même. L'APIA, c'est pareil. Les centres techniques, c'est pareil. On va laisser tout ce monde-là de côté. On va nous intéresser au rôle des entreprises et des organisations. Alors, donc quelle est la proposition? C'est de prendre en charge le jeune promoteur pour l'encadrer, l'accompagner et l'assister. Comment ça peut être fait? C'est parmi les choses qui peuvent être faites. Je peux charger une équipe pluridisciplinaire de cette tâche, d'encadrement.
Je ne vais pas, moi, cadre dans une entreprise, laisser tomber mes dossiers et mon travail et m'occuper d'un jeune diplômé parce que j'adore mon pays. Non. Je ne peux pas demander ça. On ne peut pas demander des élans de patriotisme. Mais on va demander des petites doses de solidarité avec les autres. Alors, je charge une équipe pluridisciplinaire à cette tâche à raison de tant d'heures par semaine. Je veux dire, moi, entreprise, j'ai 5 cadres supérieurs, je peux accepter que chacun consacre 2 heures de son temps par semaine à recevoir les jeunes promoteurs, à les encadrer, à les assister et à leur apporter une solution. Ça peut être fait de façon individuelle, ça peut être fait de façon collective si le problème concerne un nombre plus grand de postulants ou de personnes porteuses de projets. Mettre à la disposition de jeunes promoteurs de façon organisée, ça ne doit pas être la gabegie, les moyens bureautiques et de connectique de l'entreprise, ça veut dire un ordinateur, une photocopie, un fax, ça veut dire un accès à ces moyens-là. Je ne vais pas lui donner un portable qu'il va amener chez lui, ni lui dire, voilà, il y a tel bureau à votre disposition, une photocopieuse, un fax. Non, mais je lui dis, pendant les heures de repas du personnel, lorsque le personnel ne travaille pas, vous avez la possibilité d'utiliser la photocopieuse, vous avez le droit d'utiliser le fax, etc. Donc ça, c'est une autre idée qui permet, si vous voulez, d'assister les jeunes promoteurs à monter leur propre projet. Mais l'un des aspects les plus importants au niveau des projets, c'est l'identification du projet. C'est comment j'identifie un projet. Je suis un jeune, j'ai un diplôme de l'INIT, je suis ingénieur, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai plein d'idées. Et je ne sais pas, je suis originaire de Gaseling, je ne sais pas ce que je peux faire. On me parle d'industrie agroalimentaire parce qu'il y a du lait, parce qu'il y a des oignons, il y a des tomates, il y a du piment, mais je ne sais pas quoi faire de tout ça. Donc, avant de définir de façon précise mon projet, il faudrait d'abord que je puisse identifier les projets. Qui peut m'identifier et m'aider à le faire? Contribuer à l'échelle d'une région, et là l'idée de votre camarade tout à l'heure de rester concentré sur la région, c'est beaucoup plus proche, c'est beaucoup plus humain de l'entreprise et de l'organisation qui est implantée là-bas. Parce que les projets qui ont une dimension nationale, là évidemment ça va être traité par les institutions gouvernementales. La mise en place d'une structure permanente d'encadrement d'assistance des jeunes promoteurs pour l'identification de projets. Je suis ingénieur, je ne sais pas ce que je peux faire. J'ai la capacité de diriger, j'ai bien dirigé, j'ai reçu des cours de management, de gestion de la production, etc. Mais je n'ai aucune idée sur ce qui peut être viable ou pas. Et donc là, on va essayer de l'aider. Alors, objectif de la structure, c'est étudier les marchés présentant un potentiel de développement. Pourquoi je parle de structure? Ça ne peut pas être fait à l'échelle individuelle. Je peux faire l'étude de faisabilité de mon projet, mais je ne peux pas faire une étude de marché dans la région de Gaseling. Ça, c'est un travail qui nécessite des équipes pluridisciplinaires et une synergie que moi, individuellement, je suis incapable de mener à bien. Étudier les marchés, étudier les opportunités d'investissement, donc à une échelle régionale. Et donc identifier des idées de projet. Ça, c'est... Alors, comment ça peut fonctionner? Et là, c'est des propositions. Alors, il peut y avoir... Alors, la structure serait composée d'un personnel permanent, ingénieur, titulaire de master, etc. Donc, des gens qui ont au moins un bac plus 5, donc qui a suffisamment de formation académique. Et d'un personnel intermittent. Ce personnel intermittent, où est-ce qu'on va le trouver? Comme on est dans le volontariat, dans le bénévolat, on peut le trouver
chez des personnes qui veulent bien s'investir. Alors c'est soit un cadre qui est détaché par son entreprise, comme on l'a dit tout à l'heure, pour 5 heures ou 6 heures ou 4 heures par semaine, ou toutes les 2 semaines. Des enseignants, soit qu'ils le fassent pendant leur activité, ou bien ceux qui partent à la retraite. Vous savez, en Tunisie, les gens partent à 60 ans à la retraite. D'accord? Et il y a d'énormes trésors encore inexploités chez ces personnes-là. Tout à l'heure, on a dit les jeunes diplômés, c'est une richesse. Moi, je pense que la richesse des retraités aujourd'hui, qui ont une longue expérience professionnelle, elle est équivalente, sinon supérieure, à celle des diplômés qui, aujourd'hui, ne sont pas opérationnels. D'accord? On dit, les vieux apportent la science et la sagesse, et les jeunes apportent la technologie et la fougue. Moi, quand j'ai un problème d'Internet, j'appelle mon fils parce qu'il est certainement plus habile que moi. D'accord? Donc, il y a une... Je ne dis pas nécessairement un conflit de génération, mais il y a aussi des complémentarités et des synergies. Vous savez, il y a des associations en Europe, des associations de retraités. Des associations de retraités, en particulier des consultants. Comment ils fonctionnent? Il vous dit, moi je suis retraité, j'ai été consultant dans tel groupe ou dans telle entreprise, je sais organiser une usine, je sais organiser une entreprise. Vous m'invitez chez vous dans votre pays, vous me payez l'hôtel, donc vous me payez le logement et la nourriture, et je vous fais le travail gratis. Gratuitement. Lui, il profite de l'hospitalité et du pays, il découvre un pays, on va lui dire, allez, à Madagascar, on a besoin d'un consultant pour une quinzaine de jours. Il va à Madagascar, il passe 15 jours de boulot, il est logé, nourri, et puis il fait le travail, il produit son travail. C'est un travail gratuit, mais bon, on a dépensé le prix de l'hôtel, c'est rien du tout. Donc il y a des ressources de cette nature-là que nous ne utilisons pas en Tunisie, que nous ne savons pas utiliser. Et pourquoi on ne sait pas les utiliser? Parce que personne n'a jamais appelé quelqu'un qui est retraité pour lui dire un tel, est-ce que ça vous intéresse de venir travailler une demi-journée ou une journée ou deux sur tel projet pour la région de Sidi Bouzid ou de Sbit-là? Je dis, moi je ne connais pas Sbit-là, je vais y aller, je vais passer 2 jours, 3 jours, une semaine, je vais connaître du monde, je vais connaître du pays et je vais essayer de produire quelque chose. Donc ce sont des ressources inexploitées que nous pouvons mettre à profit, mais à échelle humaine. Ce n'est pas dans le cadre d'un programme national. L'État ne peut pas dire, bon, je vais ramasser tous les retraités et voir de quelle façon je vais les affecter. Non, ça peut être fait dans 3 ou 4 gouvernorats de façon small is beautiful, donc dans des structures assez souples, assez restreintes pour apporter leur contribution. Alors, qui doit collaborer avec ces structures-là? Le personnel de l'ITICA, des chambres de commerce, des syndicats et, je dirais, de toute la société civile. Tous ceux qui peuvent apporter une pierre à cet édifice sont les bienvenus. Bien entendu, comme toute structure, il faut qu'il y ait un manager. Et c'est au manager de voir si tel représentant de telle association est capable d'apporter quelque chose. Et on est dans une logique de construction à petite échelle, donc on essaye de colmater des brèches, de résoudre des petits problèmes, et c'est ça qui peut créer une dynamique. Je ne dis pas qu'avec ça, on va relancer l'économie tunisienne. Il ne faut pas qu'on fasse une... Mais ça peut contribuer à asseoir un tissu associatif et de partenariat qui diminue l'ampleur des problèmes que nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que le thème a été choisi par Sila Habib, c'est précisément dans cette optique-là. Ce ne sont pas des alternatives aux programmes nationaux, pas du tout. On est dans une autre logique. Alors, qui va financer ces structures-là? Vous allez dire, oui, mais c'est bien, vous allez amener du personnel, c'est bien beau. Alors, comment ça peut être financé?
il y a des fondations étrangères qui s'emprêtent à financer ce type de projet. Et si Habib le sait certainement plus que moi, nous avons travaillé sur des projets similaires et nous avons trouvé des bailleurs de fonds qui étaient là, donc qui donnaient de l'argent pour chaque fois qu'il y a la promotion du travail, la promotion du genre, la promotion des zones déshéritées, etc. Nous avons toujours trouvé moyen d'entrer en contact de façon positive et fructueuse avec des fondations. Les conseils municipaux, ils gèrent des budgets, donc on peut demander à ce qu'il y ait des fonds qui soient dégagés pour ces actions-là. Les conseils du gouvernorat, ils ont aussi, dans un certain nombre de chapitres sur le fonctionnement régional, etc., ils ont la possibilité de financer. L'essentiel, c'est de bien boucler le projet. Et puis, je reviens, l'UTICA, les syndicats, les chambres de commerce, etc. Donc, comment ولا ثم كونكت تعملش كي جي تي تي وتنساونا نحن. Notre organisation syndicale patronale. Connect. Enchanté. Je me présente juste après votre intervention. On n'oublie jamais ses premières amours. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec l'UTICA, et donc... Genre, vous allez travailler avec la Connect aussi. Avec plaisir. Et puis, les entreprises volontaires, donc toutes les entreprises qui veulent contribuer à ces projets-là. Donc, c'est dans une logique donc, de solidarité. Alors, comment on participe? Ça doit être défini dans une charte d'association volontaire. C'est la charte dont j'ai parlé au tout début de mon exposé. Alors, de quelle façon on va participer? D'abord, des moyens financiers. Je vais demander à tel organisme financier, bancaire, etc., de contribuer. Et quelle que soit la somme, elle est toujours bonne à prendre parce qu'il s'agit de ramasser une cagnotte qui permet de financer des projets. Mise à disposition de locaux. J'ai aujourd'hui des locaux que je ne vais pas utiliser pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois ou 1 an. Je peux les mettre provisoirement. Je les donne donc momentanément à ces structures-là pour qu'ils puissent se réunir. Donc ça peut être des mises à disposition de locaux. Ça peut être la mise à disposition de moyens bureautiques de connectique. Et puis ça peut être la mise à disposition de compétences pour des actions précises et limitées. Donc il y a une structure, un mode de fonctionnement, un objectif et une définition des moyens. Tout ça doit faire l'objet d'une charte. Alors, dernier point, mais là, je vais pas réinventer la roue, mais certaines entreprises sont implantées dans des régions où il y a des poches, non pas de pauvreté, mais d'extrême pauvreté. On se dit, ces entreprises-là peuvent très bien vouloir ou pouvoir contribuer, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui les incite à le faire, qui canalise leur effort. Le PDG d'une entreprise de mécanique dans telle région ne va pas prendre sa voiture et aller chercher dans les coins reculés quelles sont les personnes à qui il va donner de l'argent. Mais s'il sait qu'il y a des structures régionales, locales, qui prennent en charge la communication, l'information et des programmes pas nécessairement très ambitieux d'aide à ces personnes-là, ils peuvent faire le joint avec, donc faire le pont, c'est moins pénal, entre les personnes donc, qui les nécessiteux et ceux qui ont les moyens de contribuer. Donc contribution au financement d'actions d'amélioration des conditions de vie dans les zones reculées, bon, ça c'est clair, aide à la réfection d'habitats délabrés, fourniture d'équipements de première nécessité, distribution de l'eau de produits démodés ou déclassés, tout ça doit être tout simplement organisé.
moi, quand je fais le badigeonnage d'un bâtiment, je suis par exemple PDG d'une entreprise et qu'il me reste 4 fûts de surface air ou de chaux vive, je peux très bien, s'il y a une communication, s'il y a une information, s'il y a quelqu'un qui me prend par la main, je peux très bien envoyer 2 ou 3 ouvriers qui travailleront pour mon compte pendant 4 ou 5 jours pour badigeonner un certain nombre d'habitations. Même chose pour les réparations, etc. Donc, ça doit être inscrit dans une logique et qu'il y ait une structure qui prenne en charge ce genre d'action. Autre chose, la pauvreté crée aussi des inégalités de chance au niveau scolaire. On peut très bien, ça peut être une action aussi à inscrire dans le cadre de la responsabilité sociale, c'est de prendre en charge des enfants scolarisés pour subvenir à leurs besoins d'éducation. Qu'il y ait un parrainage des entreprises, ça peut être un enfant pendant une année, un cycle, toute la scolarité, ça dépend des moyens de l'entreprise, ça peut être inscrit dans le cadre des actions, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Alors, il y a évidemment la nécessité de créer une structure, ça ne peut pas être fait des actions comme ça en l'air. Pourquoi faire? Pour informer, identifier les besoins et coordonner. Il y a un travail de coordination qui doit être fait. J'ouvre une parenthèse, je n'ai rien contre, je ne suis pas nécessairement, je n'ai pas d'orientation politique précise ou définie ou que je veux décliner, mais un certain nombre de partis, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, ont pu obtenir un grand capital de sympathie justifié à travers des actions similaires à celles que je viens de décrire. Ça veut dire être proche de ces gens-là, évidemment. Là, quand je parle de responsabilité sociale, ce n'est pas dans le cadre d'un calcul politique ou syndical, c'est Habib. Donc là, on est dans une logique purement nationaliste, de bien-être et d'altruisme, absolument. Alors, qu'est-ce qu'on va mobiliser? Dis-moi, chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on va me demander? On peut vous demander une ou plusieurs choses parmi le catalogue suivant. On peut vous demander un peu de votre temps. De votre temps à vous ou de ceux de vos collaborateurs. Donnez-nous un 4 pendant 2 heures par semaine ou pendant 2 heures par mois. De la disponibilité. Soyez disponible. Si je vous appelle au téléphone pour une information ou pour un renseignement, ne dites pas je suis en réunion ou que je ne suis pas là. Ça peut prendre 2 minutes, 3 minutes. L'information dont j'ai besoin peut être très précieuse pour moi. 1 minute pour vous, ça ne va pas être la catastrophe. Donc il faut être disponible. De l'argent, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Et enfin, une ouverture, ça veut dire ouvrir les entreprises aux stagiaires, à ceux qui veulent apprendre, à ceux qui veulent s'informer. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et je vous remercie pour votre écoute. شكرا أستاذ على المداخلة. الحقيقة قائمة تستنظر لي نهار ولا نهارين أكثر من ساعة وساعتين. نحب نحل الكلمة الأخ حبيب جيزة. Permettez-moi tout d'abord de féliciter, plus que remercier mon très cher ami Mehdi Sfar pour cette magistrale et surtout pertinente intervention. La responsabilité sociale des entreprises est une des préoccupations majeures du mouvement syndical aujourd'hui. Dans le cadre de la mondialisation, il y a de nouvelles choses qui ont émergé. La responsabilité sociale de l'entreprise, l'emploi décent, le pacte mondial, et de nouvelles choses auxquelles la flexicurité, parce que la CGTT, s'il a été créé, parce qu'elle a coupé avec un modèle
un modèle de l'ancien temps. Nous, on est pour revoir la vocation du syndicalisme. On veut un syndicalisme moderne, ouvert. Et c'est ça la CGTT. La CGTT, contrairement à d'autres organisations, n'est pas une réaction à l'UGTT. Au contraire, nous, on veut travailler, mais avec un modèle nouveau. Une nouvelle conception du syndicalisme avec des acteurs syndicaux nouveaux que vous voyez maintenant. Que vous voyez, donc, ils sont d'un très bon niveau, ce sont des jeunes qui interviennent. C'est ça la CGTT. Et donc, ce que je propose à cette occasion, c'est que Simédi, qui est un ami de très longue date et un partenaire avec qui on a travaillé, entre autres, c'est une étude concernant l'investissement et l'immigration, mouvement des personnes des capitaux, et la responsabilité de ces acteurs. C'est que ce projet qu'il a proposé, que là, on fait une réunion de travail ou un cercle de travail, on essaie de faire un programme concret pour la CGTT. Voilà une des conclusions du séminaire. Et on trouve des partenaires. Et on a des partenaires. Et nous sommes fiers que ce soit des entreprises qui sont là, que ce soit aussi des organisations patronales. Là, moi, très cher ami Douja, elle est là, elle peut réagir comme Connect et d'autres. Sur ce, un projet très important que la CGTT, qui est un partenaire pour le progrès, un partenaire responsable, qui assume son rôle sur la responsabilité sociale des entreprises et des organisations. Et nous sommes une organisation. Voilà en 2 mots, encore une fois, Simédi, merci pour cet effort, pour cette pertinence de votre intervention. Merci Sigiza pour cette transition. J'aime bien l'introduction qui a été faite parce que moi je me préparais à dire pas mal de choses sur ce sujet. Je vous remercie aussi pour cette invitation qui m'a permis de découvrir que vous êtes vraiment, vous travaillez exactement sur la même problématique et les mêmes axes que la Connect. Et de rencontrer ici, vous allez savoir pourquoi. Alors, je me présente très rapidement et je présente la Connect. Je suis Douja Harbi, vice-présidente de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, Connect, avec un seul N. Comme ça, si vous cherchez sur Internet, vous ne vous trompez pas. Donc, Connect, qui est un nouveau patronat, qui est né au lendemain de la Révolution, pour rompre justement avec tous les anciens systèmes. On est tous conscients que la Tunisie nouvelle aujourd'hui, elle a besoin de nouvelles structures dynamiques, réactives et présentes sur le terrain pour sauver l'économie et pour aider au développement local. Alors, je ne vais pas m'étaler longtemps sur ça. Nous sommes un patronat, un syndicat patronal, c'est clair. Nous avons 3 axes de travail. La défense de l'entreprise, le développement économique, enfin l'entrepreneuriat, que ce soit le développement d'entreprises existantes ou la création d'entreprises, et enfin une force de proposition parce qu'on en a plus qu'assez de subir des décisions gouvernementales. On veut être une vraie force de proposition et travailler en proposant des solutions pour l'environnement des affaires et pour le secteur privé. Donc ça, c'est nos 3 axes. Et je souligne un point très important, c'est l'entreprise citoyenne que porte le nom de cette organisation. Pourquoi on a choisi entreprise citoyenne? Parce qu'on veut répondre exactement à ce que vient de présenter Sisba ce matin et ce qu'a présenté aussi un peu chacun des intervenants. On est conscient aujourd'hui que l'entreprise ne peut pas être isolée. Elle est dans un environnement, elle doit tenir compte de toutes les parties prenantes et doit être consciente de toutes les dimensions qu'elle doit couvrir. Nous avons aujourd'hui une charte de l'entreprise citoyenne, de la Connect, qui travaille sur 4 axes, qui est la bonne gouvernance, l'axe social et sociétal, l'axe rentabilité, bien sûr, et l'axe environnemental. Donc c'est une charte qui est signée par tous les membres de la Connect, qui d'ailleurs sont sélectionnés parce qu'ils sont régis par le régime réel. On n'accepte pas d'entreprises qui ne sont pas régies dans le régime réel. Et donc si elle est dans le régime réel, c'est qu'elle paye ses impôts, elle paye la CNSS et elle est juste avec ses ouvriers. Aujourd'hui, ce qu'on attend justement par exemple du syndicat ouvrier, comme la CGTT, que nous avons quand même... on a commencé à
travailler ensemble dès notre création et dès votre création, c'est justement parce que nous, on est ouvert pour la responsabilité sociale de l'entreprise, et je vais arriver à une annonce, mais on attend aussi de vous, c'est la sensibilisation qui a été dite tout à l'heure par vous, je crois, de la base. Aujourd'hui, on n'a pas la culture du travail aussi. C'est-à-dire qu'un syndicat patronal doit expliquer aux ouvriers qu'ils doivent respecter l'entreprise et être une partie, quelqu'un qui est très dynamique, qui contribue au développement de cette entreprise. Donc il y a un travail énorme à faire des deux côtés, du côté de l'entreprise qui doit être consciente de sa dimension sociale et sociétale, et du côté du syndicat ouvrier qui doit sensibiliser cette base-là, ces ouvriers-là, à avoir cet esprit d'appartenance à l'entreprise et au respect du travail et le respect du développement de cette entreprise. Bon, pour finir rapidement, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Nous organisons justement, entre le 15 et le 23, on va décider de la date cette semaine, avec la contribution et l'aide, l'assistance d'un organisme international, une grande conférence régionale sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Et ce qu'on veut derrière ça, c'est d'abord une grande sensibilisation, parce que comme vous l'avez dit, c'est nouveau, et c'est encore plus nouveau en Tunisie, on n'est pas conscient de cette... Et puis nous, même nous, les entrepreneurs, on a l'impression que quand on parle de responsabilité sociale d'entreprise, on parle de multinationales, de quelque chose qui est cher, qui n'est pas accessible, alors qu'il suffit d'un rien pour mettre en place un processus de responsabilité sociale d'entreprise. Donc, on veut faire vraiment une grosse sensibilisation nationale sur la responsabilité sociale au sein de l'entreprise, mais aussi pour qu'on lance l'idée de la création d'un label de responsabilité sociale dans l'entreprise, qui va être donné à des entreprises qui vont tendre un peu vers la charte qu'on veut. La charte, elle est difficile, elle est là, vous êtes en train d'éloigner un petit peu, ils vont avoir peur, choix gouvernance, choix environnement, etc. Mais bon, on veut tendre, on veut que l'entreprise qui soit membre de Connect tend vers cette charte-là, mais on veut avoir des partenaires comme la CGTT et d'autres partenaires nationaux qui soient impliqués dans ce projet de création de label et de création derrière ce label de petits projets, comme vous l'avez bien présenté. On peut imaginer beaucoup d'autres projets qui impliqueront un peu tous ces partenaires-là dans ce processus. Voilà, j'en ai fini. Merci pour votre invitation. Donc je donne la parole à M. Lopez, qui est directeur général de Zodiac et président du groupe GITAS, c'est ça? Président du GITAS, qui est le groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales. Il regroupe en ce moment 35 entreprises et on draine environ 7000 emplois. Voilà. Votre charte, madame, ça s'appelle l'ISO 26000, qui reprend exactement les thèmes dont vous avez parlé, gouvernance, droits de l'homme. Donc il y a des supports, je dirais, mondiaux pour favoriser la sensibilisation dont vous parliez. Aussi favoriser la compréhension de ce qu'il y a dedans, parce que c'est pas toujours évident. Et puis, on est prêts, nous, entreprises de l'aéronautique, qui voulons être sociétaux, avoir des démarches sociétales, qui voulons bien sûr être ISO 14001, c'est-à-dire gérer la propreté du pays et son environnement. On est prêt à mettre des ressources. Je l'ai déjà dit à Habib, on le fait déjà dans des écoles d'ingénieurs, et obtenir des fonds, on y arrive. Donc il y a, je pense, pas de souci pour avancer. Et bon, c'est un message que j'espère optimiste, que je voulais vous transmettre. شكون عنده تدخل؟ تحب يتدخل؟ يقول مش هتلاقي روحي هذا قولكم روحي عند التدخل. سامحني شكون؟ شهاب بن يوسف. شهاب بن يوسف. شكون آخر؟ فوزي. هاي ساعة
سي فتحي النداري. هاي ماني باش تتكلم؟ قالوا لي عكسي قالوا لي انت. شكون يخدم؟ لا هي جست سؤالات وإلا تدخلات ساعة. أسهل لا يضر. سهل ها؟ مش سؤال تدخل وأنت سؤال. شكون عنده سؤال؟ نبدأ بالسؤالات. فوالا ماذا بيا اللي عنده سؤال يحب يوجهه لمدام جودة غربي خاطر مضطرة باش تخرج. عليك علاش؟ تفضل سينو نتعداو للأسئلة. مدام دوجة؟ تفضل سي فتحي النداري. شرفوا بيك مدام. فتحي النداري كاتب عام مساعد نقابة تكنيسيان مونتي ديسير وعضو في الهيئة المديرة السي جي تي تي. حسب ما سمعت وزيد الأستاذ بارك الله فيه ذكر برشا اسمي قصري مش معناه قصري. حبيت نسب باش نجيب مشروع يهم مدينة القصريين. القصريين مش سبيط القصريين. باش نجيب مشروع اللي يجيب مثلا 300 خدام بيان ايتيديي باش شكون نعطيه ويلا ندرى هذا معناه الموضوع اللي تحكوا به. سؤالك يعني انت عندك شكون عنده مشروع يعني نجم مثلا احنا سكون بو فير مثلا نحب نقول لك ساعه جات قاسرين قد خاطر اول ستركتور حليناها تبع الكونيكت ريجيونال هي قاسرين. كونيكت قاسرين سيتي لا بروميير معناتها antenne حلت الكونيكت. دونك c'est une ça rejoint un peu اليوم نهار on va tous vers la même voie. Alors nous ce qu'on peut faire justement اللي عنده فكره نتاع مشروع ويحب معناتها يعملوا on peut l'aider معناتها احنا en tant qu'entrepreneur on peut l'accompagner في les procédures نتاعو. اذا كان il a besoin d'accompagnement il a dit ça tout à l'heure on fait de l'accompagnement. نعملوا اذا كان حاجته d'intervention auprès du gouvernement ou des institutions publiques etc. On peut même l'aider au niveau des banques. On peut l'introduire. يعني احنا en tant que structure نتاع patron, je veux dire نتاع secteur privé, احنا on veut encourager l'initiative privée. اللي عنده مشروع يحل بيه معناتها يحل مشروع فيه de l'emploi احنا نرحبوا بيه on peut l'aider aussi. خاطر دول سامحني جوست المشكله الكبيره اللي كانت موجوده في المشاريع هذه القروض من البنوك هي التمويل الذاتي. مشروع نتاع 20 مليون يقول له جيب لي 4 ملايين. هو كان جا عنده 4 ملايين يقول لك تو نمشي نحل نصبه هذه المشكله. التمويل الذاتي ولا الدراهم هذه لازم نسهلوا له نشوفوا دي ليزون نشوفوا له انفستيسور يدخلوا معاه معناتها on peut là c'est une facilitation. احنا معناتها nous sommes pas une organisation معناتها financière لكن on peut faciliter. شوفوا له حد عنده فلوس يدخلوا معاه مثلا شريك يعاونوا في لابور نتاعو بيرسونيل. Il y a toujours des solutions mais on fait de l'accompagnement. Oui. سمحني مدام الحكومه في المثيل الفيل بعد سباب ساعه بعد مكتبه اكزاكتومون. اما بلاصتكم مش باينه برشا ان شاء الله نطلعوا شويه في المثيل الفيل حتى جا شاعر في كتب ولا حاجه. سي عبد المجيد وردة بماله عنده سؤال. تفضل سي عبد المجيد وردة كاتب عام كارتاغو سيراميك وعضو في الهيئة المديرة. والله يطرق الأستاذ مهدي على حكاية ليزور 26000. كيفاش اليوم نروا لي سوسيتي كلهم يتهافتوا على لي زو دو كاليتي لي سيرتيفيكا. اسكو نجموا نشجعوا لي سوسيتي باش يكونوا منظمين تحت لي نورم 26000 اللي تحدث بالانتربريز. معناها هما لي زونتربريز يلوجوا على الكاليتي مش قاعدين يلوجوا شيء. Il y a deux choses. Il y a d'abord des effets de mode qu'on observe dans le monde entier. On a fait un séminaire au Maroc il y a 5 ou 6 années.
au niveau de la responsabilité sociale des entreprises, كيف ما بدينا احنا زي كيف كيف. Donc c'est venu بعد l'ISO تاع 14000 ou 9000 ou 9002 etc. 9004. Mais que une entreprise mette en place l'ISO 26000, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le personnel de l'entreprise, c'est très important, et ça donne fama akhlaqiyat. Il y a, on affiche, on décline des valeurs morales qui sont contenues dans l'ISO 26000. Donc c'est, moi j'encourage. Il n'y a pas que l'ISO 26000, hein, il y a d'autres normes. Il y a le SA 8000 dans les États-Unis, il y a d'autres normes. Mais l'essentiel, وقت اللي انت عندك une charte, n'importe laquelle, تقول احنا في المجلس هذا ولا في الدار بعد العشرة بتاع الليل حتى حد ما عاد يعيط، ما عاد يسيح ولا يتكلم بالصياح. اللي حاب يتفرج التلفزة يحط الكاسك ولا باش في كذا. Donc ça limite ça définit des responsabilités, et plus vous définissez les responsabilités, mieux c'est تبدا الامور واضحة. Vous les négociez من الاول, et c'est coûteux pour l'entreprise là. Ce n'est pas facile à mettre en place des certifications de ce type-là. مش تقول اليوم يا الشهر الجاي باش نعمل ليزو 26000 معناها مش تدفع الفلوس وتدخل لها. Il y a des préalables, il y a des mises en place de procédures, d'organes de contrôle, etc. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. D'accord, ok. في شهاد تقدم روحك Chihab Ben Youssef, responsable à Translu. Je remercie la CGTT de m'avoir invité à ce séminaire. J'ai assisté tout à l'heure, on a parlé des entreprises qu'on a qualifiées de mastodontes, entreprises publiques mastodontes. Dans la Translu, c'est vrai, ce sont des mastodontes, malheureusement. L'ancien régime a fait aggraver la situation de ce secteur de transport en accélérant la fusion entre deux entreprises dont l'une était en bonne santé, la SMLT, et la SMLT qui allait mal. Et ça a abouti à une mastodonte qui va très mal. Bon, je vais parler de deux façons. Je vais mettre la casquette d'employé et plus tard je vais mettre la casquette de responsable dans une entreprise. Concernant la situation de l'entreprise, en tant que responsable, tout le monde constate que cette entreprise, suite à cette fusion, est appelée à fournir, si on parle des obligations des entreprises vis-à-vis de l'employé, qui est respect des droits de l'homme, de l'environnement de travail, etc. Nous avons une entreprise réellement qui offre aux employés des conditions lamentables. J'ai des collègues ici qui sont conducteurs du métro. Les conditions de travail, si on parle du moins de l'horaire du travail, l'octroi au congé, au repos, etc., on ne parvient pas à leur accorder leurs droits. Et ça, c'est dû surtout que, voilà, concernant l'emploi et le chômage, ce ne sont pas les entreprises publiques qui vont résoudre ce problème. Déjà, nous sommes en sureffectif concernant les... Et on a parlé aussi de l'assainissement, disons, financier et social. Moi, je parle plutôt d'une restructuration. Aujourd'hui, nous avons les postes de production. Nous avons un manque d'effectifs. Et au niveau des services généraux, ce qu'on appelle les services généraux, nous avons des gens qui se tournent des pouces. Alors, la démarche, bon, déjà, nous avons des problèmes sur le plan financier. Alors, on ne peut pas recruter. Il est plus judicieux, c'est de
procéder à des concours internes pour les gens qui ne font rien, pour les drainer vers ces fonctions de production. Par exemple, des administratifs, ils passent un concours interne pour être conducteur ou receveur. Ils seront utiles. Et ça pourrait être parmi les demandes des syndicats. Là, je vais parler des conditions de travail et des demandes qui peuvent émaner des syndicats pour améliorer les conditions de travail des employés. En dehors du discours de voilà, on va tout le temps demander des augmentations salariales, on va demander des changements de grade, des promotions, etc., qu'on parle un peu des conditions de travail. Là, nous avons un personnel, la réglementation existe, mais l'application n'est pas là. Si on évoque au moins, du point de vue hygiène et sécurité de travail, on applique le droit. Il y a une unité qui s'appelle unité hygiène et sécurité. Généralement, on nomme à la tête de cette unité une personne qui m'en fait le fric. Et on réclame rien de ce bonhomme. Les conditions de travail, ils peuvent en parler. La formation du personnel. La formation du personnel. Les séminaires vont surtout pour les responsables pour passer 2 ou 3 jours dans un hôtel. Les plans des syndicats, que les syndicats exigent de l'employeur, des entreprises publiques, surtout que la formation soit adressée à ces gens qui sont au niveau des postes de production. Bon, je ne vais pas m'étaler, je sais que le temps, je vous remercie. اختصار وجيز. سي بلادي نشكرك. نشكر على المداخلة نتاعك. مش إمكانية المحاضرة نتاعك تكون مدونة موثقة تقعد لنا كاسيكون يعني. Je peux vous donner la copie sans problème. هذاكش حبيت ندخل. ميرسي. صحة بإيجاز وتعداو خاطر عندنا سنتيز معناها تفضل سي حاج. Mahdi Noshkro, comment vous voyez l'avenir de la relance économique? Est-il primordial et émanant de déjà mettre à niveau les entreprises sur le plan économique et structurel, de productivité et optimisation rationnelle, soit faire avancer les choses en parallèle avec les eaux 26 000? Merci. Wallahi, c'est pas incompatible. On doit, la relance économique ne peut se faire que si on maintient des actions au niveau de plusieurs sens. كيف العبد يلزم ياكل يلزم يشرب يلزم يعمل سبور يلزم يقرا جريده يلزم يمشي للقهوه ويعمل تلعب بولاد ما تقولش باش نعمل الجماعه هذيا لازم تعمل بولاد جماعه كامله. Donc il y a plusieurs actions. Les priorités vont dépendre du secteur et vont dépendre de l'entreprise. Si l'entreprise a la capacité de s'attaquer au problème de la qualité, au problème de l'hygiène, au problème de la sécurité, en même temps que d'affronter la mise en place d'un ISO 26000, pourquoi pas? Parce que ça nécessite la mise en œuvre, la mobilisation de moyens humains. Et donc si les moyens humains sont là, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas incompatible. On peut les faire en même temps. شي بعد يظهر لي احنا باش نعاودوا نشوفوك متاكد باش نشوفوك وفما برشا اسئله لانه انا عندي برشا اسئله باش نخليها من بعد. يظهر لي توا خاطر اون دو تيرميني العرض التقرير معناها التاليفي دو سانتيز. والله 2 minutes ماكسيموم. باهي تفضلي. Bon, j'ai une petite suggestion, c'est Habib. Bon, pourquoi on n'adresse pas une lettre au gouvernement qui englobe, qui résume le séminaire d'aujourd'hui, pour lui dire que nous sommes là, nous sommes une composante de la société civile,
nous avons une grande responsabilité dans la nous avons une grande responsabilité, donc nous sommes une des composantes de la société civile tunisienne. Donc voilà les décisions des CGTT. Voilà, il y a des conférenciers qu'ils ont exposé leurs idées, comment on peut faire à l'égard de cette conjoncture difficile, économique et sociale en Tunisie. Je m'adresse à M. Mehdi, je ne vous partage pas l'idée que l'entreprise se préoccupe du lutte contre la pauvreté, parce qu'on sait tous que l'entreprise, la première préoccupation, c'est tirer profit, parce que toutes les entreprises qu'ils vont créer, les patrons, cherchent de tirer profit à un but lucratif. Donc, à mon avis, c'est la dernière préoccupation de lutter contre la pauvreté. Il y a des entreprises qui ont, peut-être l'année dernière, en 2011, ils n'ont pas, le climat d'investissement n'est pas super en Tunisie. Ils ont quitté la Tunisie. Ils ne posent pas la question, non, nous avons une responsabilité de lutter contre la pauvreté, il faut rester là en Tunisie. Non, les entreprises ils cherchent d'investir dans un climat, dans un environnement qui باهي نشكروك على المداخلة هذول الفكرة وصلت. نتعداو توا على التقرير التأليفي معناها رابور دو سانتيز على اللي صار اليوم الكل. اولا انا احترم التوفيق لدعوه صديقي الحبيب، وفي الحقيقه كانت دعوته لي باعتباري مكون من داخل الاتحاد العام للشغل ومن مؤسسي قسم التكوين داخل الاتحاد، وعلاقتي به منذ ان كان في جابس في بدايه التسعينات العام كونت حتى في جابس، يعني اللي وضع استراتيجيه نتاع التكوين للنهوض بالاطارات وتحسين اداء والنقابي اطارات السي جي تي تي. هذا الاساس. وحبيت نحضر اليوم، وفي الحقيقه ورطني برشا توريطات. اولا ان نكتب بالعربي والمداخلات بالسوري، يعني بس نترجم ونكتب ونصيغ. اثنين ورطني توا بس اثقل كاهلكم في اخر الوقت. يعني تو الزواعر والطنفال يعني سنه هو طويل الحق، خاطر التقرير هو شنو عنده دورين. دور اول ثم ناس ما تجيش تحصل على المحاضرات، دونك التقرير فيه حوصله ياخذ القارئ حوصله للي صار، واللي صار مهم جدا. اثنين حتى في صوره نشر المداخلات في كتيب وفي نشر وما الى ذلك، التقرير بالنسبه لشخص متسرع من الشخص حاب ياخذ فكره على الجو العام باش يقدم على دخول في المداخلات، والا ما يقدمش معناها يفيد في هذا الباب. والسي مهدي بالفعل انا ما نجمش، لانه مداخلتك تقنيه ومداخلتك مهمه. اعطيني نص المداخله باش نرجعها في عقلي حتى اكون امين للمداخلات. حسيبوا انا 8 صفحات ياسر. المهم ان شاء الله تقروه وعلى الاقل تثقون في امانتي انه مهمه جدا طرح مثل هذا الموضوع في هذه الوضعيه الحرجه التي تمر بها البلاد، وهذا يتطلب شجاعه، لانه في الحقيقه الكل كل عام يدك رؤوسهم في الرمل، او كل شخص كل طرف يلقي مسؤوليته على الاخر ويعلق عجزه فالسلام نتاعو على جبهه الاخر. يعني السي جي تي انها تقتحم هذا الباب في هذا الوقت الحساس بالضبط. نعرفوا التجاذبات ونعرفوا العرق ونعرفوا البلاد على شفا بنيه حتى لا اهول ولا يصير. اليوم هذا يدخل في اطار تحمل كما ذكرها الاخ الامين العام، تحمل الجامعه لمسؤولياتها الوطنيه كمنظمه وطنيه من اجل المساهمه في اخراج البلاد من الورطات والمازق التي تقع فيها، خصوصا ونحن في وضع يعني رمال متحركه، هش ما في حد شيء قائم ثابت، و يعني الابواب التي تفتح او يفتح عليها هذا الوضع في الحقيقه لا حصر لها، فيها الباهي وفيها ايضا
يعني الذي قد لا تحمد عواقبه. والأخ حبيب جيزة أعطى بين الظرف العام الذي نشأت فيه الجامعة، وخاصة في العهد القديم، العهد الذي كان قائم على الحزب الواحد، النظام الواحد، الرئيس الواحد، النقابة الواحدة إلى غير ذلك. رغم أن الواقع النقابي التونسي بني على التعددية منذ الانطلاق، كان واقع تعددي منذ البداية. يعني راهو الاقتصار على نقابة واحدة هو انحراف على مسار تاريخي حقيقي. وبين أن كيفاش حتى اضطروا إلى التقاضي إلى البيت من أجل المطالبة بحق والاعتراف بهم، يعترف بهم قبل الحكومة والأعراف ومنظمة الأعراف القديمة إلى غير ذلك. ثم تم وضع الندوة هذه في إطارها وفي سياقها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تمر به البلاد. مداخلة الشاب العائلي كانت مداخلة قيمة جدا. أولا أنه رجل ذو باع في الميدان، كان وزير يعني ربما من أشهر وزير اقتصاد على الإطلاق في تونس.